Est-ce que ça vous dirait qu'on parle un petit peu de l'actu de la semaine? Eh bien, chers amis, je vous propose de ne pas en parler tout seul, parce que ça, je peux très bien le faire tout seul dans ma chambre. Je vous propose d'accueillir de très très belles personnes. Je vous propose de faire un tonnerre d'applaudissements pour Sacha Beckerman. Sacha, journaliste. Usul, mesdames et messieurs. Emilio Mellet. Et je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour la co-directrice de la rédaction de l'Humanité, Maud Vergnol. Eh, ça fait plaisir de vous retrouver, les amis, ça va? Ouais. Oh. Allô? Allô? Merci à vous d'être Bonjour. avec nous, merci beaucoup. Je suis très très heureux de vous accueillir ce soir, une émission spéciale de Backseat en partenariat avec l'Humanité, avec le journal L'Humanité, ici à la Fête de l'Humanité. Je suis très très heureux de vous accueillir. Maud, toi je le disais, tu es la co-directrice de la rédac d'un journal, et pas n'importe lequel, 120 ans d'histoire. Le premier numéro sorti en 1904, et un journal lancé par Jean Jaurès. Tu nous en parles un peu pour... Ça vous fait... tu nous en parles un peu de ce journal très particulier, un quotidien papier, mais pas que. Ouais. Alors tu l'as dit, journal de Jean Jaurès. Si vous ne l'avez jamais fait, lisez son premier éditorial qui s'appelle Notre but. Cet éditorial, il dit quoi? Il dit que le mouvement ouvrier, le mouvement socialiste à l'époque, il a besoin de son journal pour que chacun puisse se faire sa propre opinion sur le cours des choses et puisse le changer, ce monde. C'est ce texte de Jaurès, il est internationaliste, il est pacifiste. Voilà, et c'est pour ça qu'il a été assassiné, pour ceux qui ne le savent pas, à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc cet éditorial qui s'appelle Notre but, il n'a pas pris une ride. Et notre but, c'est encore celui qu'on porte aujourd'hui, nous, c'est notre boussole à l'Humanité. Et voilà, et on est extrêmement ravis de le partager avec vous le temps d'une fête, parce que cette fête, ça fait 1 an qu'on y travaille, les équipes du journal. Il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup d'adrénaline, et quand on voit, voilà, quand on vous voit, c'est un bonheur, et voilà, Jaurès est là, quelque part. Merci Maud, merci de nous accueillir. Emilio, je me tourne vers toi. Emilio, toi tu es journaliste politique au journal L'Humanité. Et écologie. Et de quoi? Et écologie. Et écologie. Mais dis-moi, dis-moi Emilio, l'Huma c'est un journal communiste? Ouais. C'est même... C'est c'est un journal communiste. Mais dis-moi Emilio, je suis forcé de te la poser cette question, c'est pas très très neutre ça? Non. T'es perspicace, Jean, c'est bien. Eh ben explique-nous, explique-nous. Mais en fait, faut casser le mythe de la neutralité. Ça n'existe pas, la neutralité dans la presse. Je mets au défi quiconque de trouver un seul média neutre. En fait, ça s'appelle une ligne éditoriale. Libé à la sienne, Le Figaro à la sienne, Le Monde à la sienne. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est une ligne éditoriale? C'est une grille de lecture. C'est comme ça qu'on lit le monde. Et donc, en fait, à partir du moment où on choisit tel ou tel sujet, tel ou tel mot, on est déjà plus neutre. Mais ça n'empêche pas d'être honnête, par contre. C'est-à-dire qu'on n'est pas neutre, mais on respecte le contradictoire, la pluralité. Bah alors, vous acceptez le contradictoire, mais vous y mettez des limites. Vous aussi, vous aussi. Non, je vais pas le dire comme ça. Dis donc, vous êtes un peu intolérant avec les racistes. Quand même. Vous les invitez pas dans vos colonnes, quand même. Non, mais je rigole, mais en fait, je rigole à moitié parce que, sincèrement, beaucoup de gens, notamment beaucoup de jeunes qui regardent Backseat, etc., et je les comprends, ils sont nés en l'an 2000, ils évoluent dans un monde politique qui n'est pas le même que celui dans lequel moi j'ai grandi, et qui, c'est vrai, se disent qu'après tout, l'équidistance entre tous les camps, c'est ça, un bon travail de journaliste. Qu'est-ce que moi, je me tue à leur répondre plein de trucs, mais qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Ouais. Alors nous, l'Humanité, on est un journal antifasciste. Donc on combat le racisme. On combat le racisme, on combat l'antisémitisme et on combat toutes les formes de discrimination. Donc non, vous verrez pas de journaliste qui ira taper le bout de gras avec l'extrême droite sur les plateaux de CNews. Vous ne lirez pas d'entretien.
vous ne lirez pas d'entretien avec des membres du Rassemblement national dans nos colonnes. Et précisément, on peut se dire, qu'est-ce qu'il peut faire un journal face... on a l'impression d'être face à une inexorable ascension de l'extrême droite. Et un journal, qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, je dis toujours à la rédac, le pire, il arrive toujours par les mots. Et dans un journal comme le nôtre, le plus important est précisément de ne pas utiliser leur vocabulaire. Donc je ne citerai pas les mots qui aujourd'hui polluent le débat public. Et nous, on fait extrêmement attention à ça, que dans l'imaginaire aussi, passe aussi par les mots, et qu'on essaye d'y substituer un vocabulaire progressiste à toute cette pollution idéologique qui est présente dans le reste des médias. Toi, Sacha, tu es journaliste, tu étais journaliste de presse écrite au sein de la rédaction du JDD jusqu'à encore quelques mois. Tu as fait grève, tu as participé à un mouvement de grève, et au cours de cette grève, j'ai assisté, j'ai trouvé ça intéressant, à une pluralité de journalistes venus de rédactions très différentes qui soutenaient cette grève. Pas tous, on va en parler. Pas tous. Mais qu'est-ce que ça dit aussi de l'idée de journalisme, ça, cette solidarité interrédaction? Je pense que le monde du journalisme, justement, est en train de se rendre compte de l'importance de l'indépendance vis-à-vis des actionnaires, déjà. Ouais. Que je pense que c'est un combat qu'on doit maintenant tous mener. Honnêtement, j'en avais pas extrêmement conscience avant. Et je dois dire que la violence de l'arrivée de Geoffroy Lejeune au JDD... Tout à l'heure, quand ils ont commencé à huer le JDD, j'avais envie de dire eh oh. Mais là, Geoffroy Lejeune, ouais. Ouais, ça passe. Ouais, donc la violence que ça a été pour vous? La violence que ça a été pour nous, les 40 jours de grève qui ont été... ça a un peu été une parenthèse assez indescriptible, honnêtement, parce qu'il y avait une émulsion de nous tous. On a réfléchi en commission, en sous-commission, on a organisé des événements, on a organisé des manifestations, on était en lien assez permanent avec beaucoup d'élus de gauche et aussi de la majorité, certains. Et du coup, ça montre que c'est un enjeu ça touche tout le monde, quoi. Ouais. Ça touche tout le monde. Et ce que j'ai trouvé aussi important, c'était que le monde politique se rende compte qu'on ne pouvait pas laisser 1, 2 ou 3 actionnaires, concentrer tous les médias, et 2, imposer leurs choix éditoriaux à la tête des rédactions pour... c'est un peu de la propagande, en fait. Ouais. C'est devenu de la propagande. Usul, juste avant toi, on avait Bolchegui qui nous parlait de l'importance des conditions de travail pour la fabrication des outils de culture qui sont importants. C'est aussi un combat, la question des conditions de fabrication de l'information. Oui, je sais pas où tu veux m'emmener. J'en sais rien, je suis en train de te lancer mon vieux, moi. Ouais, ce qui serait intéressant avec le JDD, et on va justement vers ça, c'est quelle proposition de loi on porte derrière. Puisque manifestement, ce pays n'est pas prêt pour qu'on lui dise que normalement de grands intérêts privés ne devraient pas posséder de grands médias. Ce pays n'est pas prêt encore. Ah ouais? Parce que voilà... Sacha a fait la moue en disant ça peut être aussi une garantie du pluralisme. Alors je pense que c'est une garantie du pluralisme, mais c'est aussi une garantie économique. Après, il faut des garde-fous et on n'en a pas assez. Exactement. Il y a des chartes déontologiques, des trucs comme ça. J'allais arriver là. C'est tellement facile de les balayer qu'en fait, on l'a vu au JDD, la charte déontologique. C'était dans nos revendications pendant la grève d'avoir une charte déontologique avec la direction de la rédaction qui engageait la direction de la rédaction justement s'il y avait des propos racistes qui étaient publiés et tout. Et la direction a refusé de signer cette charte déontologique. Voilà, j'allais arriver là pour dire, c'est intéressant de savoir évidemment qui possède quoi dans la presse. C'est quand même très très signifiant. C'est pas juste intéressant, c'est très signifiant. Ça peut même être très inquiétant. Après, comment ménager du coup aussi cette libre entreprise de je sais pas quoi de la presse? En fait, c'est en donnant du pouvoir à la rédaction. Donc il faut que les rédactions, et c'est plutôt vers là que s'orientent les politiques qui réfléchissent à la question, puissent s'opposer à une direction nouvellement nommée par leurs propriétaires pour mettre au pas, etc. Donc il faut des droits pour les journalistes, des droits dans les rédactions, y compris contre leurs propres patrons, contre leurs propres actionnaires. Et là, on reviendra aussi à des questions syndicales, en fait. Maud, je pense que c'est important de rappeler qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias. L'humanité,
c'est le seul quotidien national papier à appartenir à ses lecteurs et pas à un actionnaire. Je voudrais juste aussi qu'on salue le courage des journalistes du JDD qui parlent. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais regardez, depuis cet été, on n'en parle plus beaucoup du JDD. Le JDD, il est bien installé dans le paysage médiatique, les pubs y fleurissent, la fine fleur de la vie politique s'y exprime aux côtés des pires fachos. Et il faudrait peut-être que tu expliques que quand vous êtes parti, c'est pour ça que je dis c'est courageux, Bolloré vous a fait signer une clause de confidentialité et de loyauté qui interdit les journalistes de parler. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ce qu'il y a dans cette clause que t'as pas le droit de dire? Alors, c'est pas une clause qui nous interdit de parler, c'est une clause qui dit qu'on ne doit pas être déloyal envers le groupe Lagardère et le JDD. Donc tu peux pas dire que c'est des fachos alors? Te mets pas dans la merde. Non, si, parce que ça, c'est ma liberté de penser. Hein. Mais après, si vous regardez les 4 dernières éditions qui sont sorties, on voit bien que la ligne édito, elle a carrément basculé. Et quand on a fait grève, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Pourquoi vous prenez pas votre clause de conscience plutôt que de faire grève et de nous casser les couilles avec votre grève ?» En fait, on ne peut pas prendre une clause de conscience tant que le changement de la ligne édito n'a pas été officialisé, entre guillemets. Ouais. Donc ça aurait voulu dire que nous, journalistes du JDD, on aurait dû bosser pour Geoffroy Lejeune, en attendant que voilà, le changement de ligne édito soit constaté. Donc, c'était ultra problématique. Et pour en revenir, oui, effectivement, on a signé une clause, mais ça nous empêche pas de parler, honnêtement. Elle est assez légère. Emilio, vous, le journal L'Humanité, vous avez été malheureusement cambriolé, vous avez été victime d'un cambriolage, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était en août dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça va? Comment on peut vous aider? En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je me suis réveillé un matin avec un message sur le fil WhatsApp de toute la rédaction en disant qu'on avait été cambriolé. Sur le moment, je vous avoue que j'ai pas bien compris ce qui s'était passé. Et en fait, c'est les locaux, principalement de la fête de l'Humanité, qui ont été cambriolés. Tous les ordinateurs, à un mois de la fête, braqués. Merde. Donc on n'avait plus rien. Une partie de la rédaction aussi. Et donc ça nous a foutu vraiment dans la mouise. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé aussi une souscription pour venir en aide au journal, parce que les assurances, si elles remboursent pas tout de suite. Sauf que nous, tous les investissements qu'on avait à faire, c'était pour la fête de l'humain. Et donc en fait, les caisses, c'était parfois un peu compliqué. Et donc on a besoin, parce que nous, en fait, comme on n'a pas un milliardaire derrière pour remettre dans les caisses, on a besoin de la solidarité des lecteurs, des gens de gauche, qui sont prêts à payer pour faire vivre le pluralisme. Ouais. Et si je peux ajouter un truc, parce que ça fait partie aussi de mes questionnements moi-même. On parlait de conditions de travail, on parlait de comment on produit de l'information, mais même comment aussi, même dans la question du commentaire politique, comment on le produit. Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps d'un camarade de Libération, Rachid Laïrech, qui a fait un livre sur le petit monde des journalistes politiques. Or, moi, je viens pas du tout de là, mais je vois bien qu'aujourd'hui, maintenant que je vais avoir Mélenchon qui va s'asseoir à côté, et puis je vais discuter avec des gens, etc. Et quand est-ce qu'il commence ce petit monde? Quand est-ce que tu perds un peu de ta liberté au profit de fidélité qui peuvent t'apporter de la viande là, pour ton paplard d'après, etc. Ça fait aussi réfléchir là aussi aux conditions de production et de l'information. Non, mais c'est vrai, et au formatage des journalistes. Ouais. C'est-à-dire que dans les écoles de journalisme, on n'a quasiment plus de réflexion sociologique sur la pratique du journalisme. Qu'est-ce que c'est la responsabilité qu'on a? En fait, on a un pouvoir quand on est journaliste, on a le pouvoir de prendre la parole, mais surtout de la distribuer. Et donc quand on distribue la parole, on légitime un acteur. Et c'est, pour rejoindre ce que disait Mo tout à l'heure, aussi pour ça qu'on refuse de parler aux gens d'extrême droite, parce qu'on refuse de leur donner cette légitimité. Et Sacha, et pour aller encore dans votre sens, et je vais terminer en parlant de l'UMA, c'est pour dire aussi que ce que dit aussi Rachid Laïrech dans ce truc là sur le journalisme politique, c'est qu'il en est arrivé à un moment où il a déjeuné avec Hollande, il a déjeuné avec des grands responsables politiques, etc. Et il retourne dans son quartier et les gens lui parlent de problèmes de chauffage, de logement, de trucs, et lui il est plus dedans en fait. Et un des grands mérites de l'UMA, c'est d'avoir gardé justement cette ligne de on parle de social, on parle des conditions de vie des gens, on parle des conditions de travail des gens. Et c'est la vraie originalité de l'UMA, au-delà de son parti pris politique, etc. Sa vraie originalité, elle est même dans la proportion accordée aux luttes sociales, dans sa ligne éditoriale, etc. Je veux juste rajouter un truc là-dessus, je suis entièrement d'accord. Il y a aussi quelque chose qui est très important, et il faut le comprendre pour comprendre la défiance
à l'égard des journalistes, qui est au cœur de la crise démocratique, qui est souvent pas tellement juste, parce qu'il faut quand même rappeler qu'une grande majorité des journalistes sont dans une extrême précarité, Oui. Les 3 stars de la télé cachent un précariat absolument hallucinant avec des gens qui ont payé des études et qui n'arrivent pas à vivre de leur métier. Et ce qui est intéressant dans le rapport à la classe politique, c'est qui sont les journalistes. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les journalistes, il y a des études qui ont été faites, ils viennent de milieux sociaux extrêmement aisés. Donc, ce manque de distance avec les hommes politiques, il vient pas tant de leur manière de pratiquer le journalisme, il vient de leur milieu social, parce que c'est des gens dont le cousin dîne avec le copain de Macron. C'est contre ça qu'il faut lutter. Et juste pour finir, nous, notre grande fierté à l'Humanité, c'est qu'à l'Humanité, il y a des agriculteurs, il y a des ouvriers qui n'ont pas pu faire des études et qui se forment au journalisme et qui deviennent d'extrêmement bons journalistes. Et ça leur permet aussi de garder un pied dans le réel, parce que c'est ce qui manque au reste de la presse. Ouais, et pour aller dans ton sens, puisqu'on parlait de Rachid Larèche, c'est intéressant parce que lui-même a un profil atypique. Exactement. À la base, il venait livrer un colis, on lui a dit tu veux pas rester faire l'accueil, et au bout d'un moment on lui a dit tu veux pas faire des papiers, et c'est quelqu'un qui vient pas du tout de ce milieu-là. Et c'est intéressant, et dernier point, ce que tu dis sur la précarité n'est pas du tout incompatible avec cette idée que justement dans les origines, les trajectoires socioculturelles, on va retrouver des gens de classe moyenne supérieure. C'est que justement, en fait, cette précarité, il faut se la permettre. Donc, on va retrouver, comme dans les étapes après l'école d'avocat, où on va demander aux gens de faire des stages pas payés pendant des... On va retrouver, en fait, il faut pouvoir se permettre de vivre cette précarité, et surtout à Paris. Donc peut-être qu'on va aussi retrouver des gens de classe moyenne supérieure, parce que c'est aussi des gens qui vont arriver à se loger plus que les vrais, des gens qui viennent vraiment de milieux populaires. Et puis il faut se payer les écoles de journalisme qui sont bien aussi, à Paris, à Lille, etc. Quoi. Alors justement, juste une petite incise, parce qu'on a parlé de toi, Sacha. Pendant tout l'été, à chaque fois que je faisais des streams, tout le monde me demandait au fait comment elle va, Sacha, etc. Ça va, toi ? Ça va. Honnêtement, ça a été un été un peu compliqué. Ça a été un été un peu compliqué et et à la fin il y a eu une vraie violence symbolique entre guillemets, parce que on a reçu des soutiens de la majorité de certains députés de la majorité pendant tout le long de la grève. Et on voit le premier JDD qui sort et on se dit putain, il y a la secrétaire d'État à la ville. La semaine d'après, on se dit punaise, il y a Carl Olive. La semaine dernière, il y avait Marc Fesneau, si je dis pas de bêtises. Donc il y a eu cette violence symbolique là. Et moi, je me suis rendu compte d'un truc aussi pendant la grève, et notamment à travers les messages qu'on recevait sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a une polarisation à l'extrême autour de ces sujets-là, qui est vraiment assez incroyable. C'est-à-dire que soit on était traités de gauchistes, parce qu'on faisait grève, voilà. Oui. Vous, des gauchistes, vraiment. Vous, des gauchistes. Alors le JDD gauchiste, voilà. Tu vois, non, mais voilà, c'est l'ironie du truc. Tu es, d'accord, ok, juste voilà, là, j'étais pas au courant. Et on a quand même, mais on a quand même reçu des messages de gens classés un peu plus à gauche qui nous disaient c'est bien fait pour vous, vous avez qu'à pas bosser pour Lagardère, Bolloré, ce que vous voulez quoi. Et voilà, moi j'ai senti ce manque de nuances à travers ce débat-là. Après, il y a eu des côtés extrêmement positifs. C'est le soutien de la profession qui s'est quand même mobilisé dans sa grande majorité pour le JDD. Une partie de la classe politique, etc. Mais ça a été violent à vivre parfois quand on est un peu présent sur les réseaux sociaux. Et du coup, là, on veut savoir maintenant, tu fais quoi ? Alors là, je rentre, je vais devenir une esclave du service public. Tu vas où ? Je vais commencer à travailler pour France Télévisions Sport. Félicitations, Sacha. Merci beaucoup. Très heureux pour toi. Tu restes chroniqueuse sur Backseat ? Comment ? Tu restes chroniqueuse sur Backseat, s'il te plaît ? Si vous voulez toujours de moi, avec plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Sacha. Très heureux pour toi. Et courage à tes collègues aussi, à tes anciens collègues du JDD. J'espère qu'eux aussi, ils rebondiront. Je reviens sur la discussion qu'on avait juste avant, Maude. C'est aussi quelque chose de très ancré dans les tripes du journal L'Humanité, c'est cette volonté de faire un journal populaire. Tu l'as dit, par ces journalistes qui ne viennent pas tous des grandes écoles de journalistes et d'une certaine classe sociale. Mais est-ce que ça va plus loin que ça ? Est-ce que c'est une certaine manière de regarder l'actu ? Bien sûr. C'est vrai que c'est... En fait, un journal populaire, aujourd'hui, c'est une question qui est posée à l'ensemble de la presse. Pour deux raisons. Un, parce que ça coûte cher.
que quand vous avez que 10 balles pour finir le mois, et ben, acheter un canard, ça coûte cher. Que l'information gratuite de mauvaise qualité qui circule sur les réseaux sociaux, elle est gratuite, donc les gens, ils ont l'impression de s'informer, mais ils s'informent mal. Intéressant. C'est pour toi, c'est pour Serfia. Ouais, les comptes alerte info, là, ils sont Et donc- ignobles. Et donc, Serfia, on t'oublie pas. Et donc, qu'est-ce que c'est un journal populaire? Nous, d'abord, faut les faire parler, les classes populaires, nom de Dieu. Pendant les grèves, des fois, dans les grands médias, on attend un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines pour faire parler des cheminots ou des gens sur un piquet de grève. Bah, nous, on les fait parler à l'année. Je rappelle quand même que maintenant, ça devient une évidence d'entendre des aides-soignantes et des infirmières parler de leurs conditions de travail. Moi, je me suis replongée dans les archives de l'UMA et dans les archives de la presse avant le Covid. Elles faisaient la une de l'UMA tout le temps, ces femmes-là. Personne n'en avait rien à foutre. La crise du Covid, ouais, merci pour elle, a révélé ça. Et heureusement, elles ont retrouvé une place visible. Je parle de montrer des gens qui travaillent en une des canards. Qui le fait à part l'Humanité, ça? De les montrer en photo, de les montrer au travail. Et de montrer aussi que le travail, c'est pas que de la souffrance, que le travail, c'est du savoir-faire, c'est du sens, c'est la beauté de certains métiers. Et moi, je suis assez persuadée de ça, qu'il faut continuer à montrer les classes populaires et à les faire parler. Et c'est d'abord ça, être un journal populaire et surtout répondre à leurs préoccupations quotidiennes. En ce moment, il y en a beaucoup, on en reparlera certainement tout à l'heure. On va en parler. L'Humanité, on le disait tout à l'heure, c'est un journal de gauche, mais c'est aussi un journal qui interroge la gauche, qui s'interroge. Quel meilleur endroit que l'Agora pour parler de ça, de cette capacité qu'a l'Humanité à en permanence réinterroger la gauche. Vous avez fait une grande étude avec l'IFOP que vous avez publiée, c'était hier, c'est aujourd'hui, c'est dans le numéro d'aujourd'hui de l'Humanité, achetez l'Huma. Voilà, c'est dans ce numéro-là, une grande étude absolument passionnante sur ce que ça veut dire d'être de gauche. Et par exemple, un des chiffres qui saute au visage qui est intéressant, il n'y a que 43% des personnes interrogées qui s'auto-positionnent à gauche. Qu'est-ce que ça dit, ça, Emilio? Alors, il faut se plonger dans le sondage, ce fameux baromètre IFOP qu'on fait depuis 10 ans. Donc, c'est-à-dire qu'on a ce recul sur la décennie passée. Et en fait, on remarque que ce chiffre de 43%, il est en baisse depuis 10 ans. Aujourd'hui, il y a moins de personnes qui se déclarent de gauche qu'avant. Donc, merci à votre copain François Hollande au passage. Et Ça tire à balles réelles. Ah, c'est vrai, accordé, ouais, vas-y. Et en réalité, quand on le regarde dedans, on a une surprise. C'est qu'à rebours du discours qu'on entend tout le temps sur la victoire de l'extrême droite dans la bataille culturelle, c'est eux qui gagnent tout, et en fait on se rend compte que c'est pas vrai. Alors certes, ils ont des victoires, mais la gauche aussi en a. Par exemple, c'est le camp politique qui est jugé le plus crédible sur la question de l'écologie et du climat. Ça, c'est pas une petite victoire. Parce qu'il y a quand même cette petite musique en permanence qu'on entend sur « oui, mais l'écologie, ça devrait être ni de gauche ni de droite ». Mais on sait très bien que quand on dit ça, ça veut dire que c'est les gens de droite. Hein. Parce que c'est ceux qui subissent pas ce que c'est le réchauffement climatique, mais aussi le rapport à l'État. Le rapport à l'État, le rapport à la redistribution. C'est-à-dire que même ces questions-là qui sont historiquement portées par les partis de gauche infusent dans l'électorat de droite. Donc ça, si ce n'est pas une victoire culturelle énorme, je ne sais pas ce que c'est. Maintenant, la question, c'est comment on traduit tout ça, c'est ce qui se pose à la gauche, comment elle traduit tout ça dans les urnes. Et en fait, il est là le problème, et je crois que c'est ce qu'on va aborder avec Jean-Luc Mélenchon. On va en parler évidemment, et c'est pour ça qu'on veut l'interroger. C'est ça, notre ambition à tous les 4, quand on a construit cette émission, à tous les 5, c'était justement de continuer cette interrogation éternelle sur la question de la gauche. Mais ce que tu dis est très intéressant, dans les valeurs qui rassurent, je me souviens plus. Excusez-moi, je prends l'humain, hop là. Il y avait un truc qui m'avait intéressé dans le baromètre, c'est que est-ce que vous pouvez indiquer si chacun de ces mots évoque quelque chose de très positif, de pas très positif, de négatif, etc. Dans le baromètre, c'est intéressant, les valeurs qui sont le plus haut, la liberté, la solidarité, le bien-être animal, la protection de l'environnement arrivent en top. Intéressant. Tout en bas, par curiosité, je regardais, et ben je vois qu'il y a le communisme. Ouais. C'est intéressant à la fête de l'UMA d'interroger ça aussi, cette image, une grande idéologie structurante du XXe siècle qui arrive tout en bas du tableau. Ouais, c'est hyper intéressant, mais juste en petite nuance, si tu continues à descendre dans les items, le dernier item, c'est le mot capitalisme. Oui, t'as raison, c'est vrai. Alors ça, le capitalisme, c'est le mot jugé le moins positivement par les Français.
Et ça aussi, c'est intéressant à interroger à la fête de l'humanité. C'est vrai. Mais aussi pourquoi le mot communisme il arrive si bas. C'est que les gens, quand ils pensent à communisme, ils pensent pas aux luttes historiques des communistes, notamment la sécurité sociale et tout ça. En fait, Oui, c'est vrai. C'est vrai. à quoi ils pensent? En fait, quand ils pensent communisme, ils pensent URSS, Staline, Mao. Alors qu'en fait, le communisme, c'est pas ça. Ou au barbecue de Fabien Roussel. Ah, donc toi aussi, t'es dans la caricature. Putain, je pensais qu'au JDD, maintenant que vous aviez découvert la grève, vous étiez devenu un peu de gauche, mais même pas. Ouais, non. Non mais oui, et je pense que c'est de ça dont on va parler avec Mélenchon tout à l'heure, et qui interroge toute la gauche et tous les gens qui pensent avoir une idée de ce que la gauche devrait faire. C'est-à-dire, on le sait depuis longtemps, hein, ce qu'on voit dans le sondage là, c'est-à-dire qu'on a à la fois des Français, si tu les interroges sur des items un peu racistes, eh ben ils vont tomber dedans assez souvent, et ça s'est vu sur ce truc de la baya à la rentrée. Peut-être tout le monde n'est pas d'accord avec moi là-dedans dans la salle, mais enfin admettons, il y avait quand même une large majorité des Français qui étaient quand même pour qu'on emmerde les lycéennes sur la longueur de leur jupe, et en même temps très attachés à leur service public, au rôle de l'État, à leur retraite, extrêmement attachés à ça. C'est quoi? C'est un paradoxe français? Donc, alors, je sais pas si c'est un paradoxe français, en tout cas c'est l'état de l'opinion. Mais l'opinion, ça se travaille, l'opinion, ça se construit, et puis surtout, derrière, nous on arrive, on est la couche d'après, on est la politique. Enfin, eux, surtout, les responsables politiques, qu'est-ce qu'ils font de ça? Comment ça se fait qu'avec cette opinion-là, Marine Le Pen s'en sort mieux que la gauche assez souvent, alors même que Marine Le Pen, sur les questions de service public, ouais, va faire un strict minimum et c'est pas grave. Et là, il y a une responsabilité aussi de la presse sur le focus, voilà. Et on va en... Vas-y, Emilio. Faut rappeler que l'arnaque Marine Le Pen, on entend « Oh là, elle est contre le libéralisme, etc. » Marine Le Pen, elle n'est pas du tout anti-libérale. C'est-à-dire que sur les services publics, c'est une catastrophe. Mais par exemple, dans les mesures dites sociales qu'elle propose, elle propose de payer les gens avec leur propre salaire. C'est-à-dire qu'on va prendre dans les cotisations sociales pour augmenter les salaires. Mais ça, en fait, c'est des arnaques qu'il faut débunker aussi. Et c'est à ça que ça sert le journalisme. Et on va en parler. Et effectivement, tous ces débats qui agitent la gauche et le champ politique au sens très large, on va continuer à en parler. Je tiens juste à vous signaler qu'on est le 2e plus gros live de France sur Twitch à l'heure qu'il est.